Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition de la semaine du 10 mars 2014 de Laval et compagnie. Chaque semaine à l'émission, on traite de l'actualité lavalloise sous toutes ses formes, culturelles, communautaires, sociales, politiques, ainsi que le monde des affaires. Laval et compagnie, c'est tout ça, et plus encore. Il est nos yeux et nos oreilles de l'actualité lavalloise. Il est de l'Écho de Laval, Ghislain Plourde, puis il en manque pas on essaie de ce temps-ci, franchement. Là. On est bien servi, Éric. Il y a le maire de Demers qui revoit 2 décisions de l'administration Vaillancourt. Oui, tout à fait. La première concerne le fameux projet Le Commodore. Vous savez, c'est 2 tours de 28 étages qui, évidemment, là, on demeure dans le projet actuel, vont voir le jour, ces tours, sur les abords de la rivière des Prairies, dans Pont-Viau. Oui, c'est une ancienne marina. Oui, c'est ça. Et les nouveaux promoteurs veulent en faire un projet immobilier. Projet, évidemment, qui a suscité énormément de réactions et de controverses dans le quartier. Les citoyens sont opposés. Et voilà que l'administration de Demers, réclame ou, enclenche une enquête administrative faite par une firme externe pour vérifier ce qui a été pris comme décision du côté municipal dans cette affaire-là. Est-ce qu'on soupçonne qu'il y aurait eu de la magouille ou... Grosso modo, on se pose beaucoup de questions sur les circonstances qui ont amené le comité exécutif de l'époque à amener ce projet du Commodore dans un règlement de modification du zonage et dans son inclusion à l'intérieur du programme particulier d'urbanisme. Donc, enquête administrative sur les décisions municipales du projet Le Commodore et on devrait avoir des résultats de cette investigation d'ici 2 à 3 mois, nous dit-on. Et l'autre décision, c'est laquelle? Vous connaissez sans doute, et ça a fait jaser à l'automne dernier, c'est l'ex-PDG de Laval Technopole, Pierre Desroches. On avait parlé de son indemnité de départ. Oui, qui était énorme, d'ailleurs. Oui, tout près de 400 000. Oui. 393 000, exactement. Un beau gros 4 Oui. On a annoncé la suspension de ce versement de cette prime de départ. La Ville et Laval Technopole, son bras économique, ont obtenu un avis juridique externe disant qu'il y aurait possiblement une possibilité de ne pas verser cette prime de départ à M. Desroches. Cet avis juridique sera étudié par le nouveau conseil d'administration de Laval Technopole dans les prochaines semaines et on prendra une décision finale, j'imagine, quelque part au début du mois d'avril. Et dernière des 3 nouvelles, celle où on parle d'un stationnement incitatif, même s'il n'est pas très achalandé, il va rester. Oui, tout à fait. C'est le stationnement incitatif situé à l'intersection boulevard Saint-Martin et de la route 125. C'est dans le corridor P9. Vous savez, on a un projet qui devrait voir le jour 2018-2019 qui s'appelle le SBR, le service de bus rapide P9, qui, bien sûr, va passer dans le corridor de Montréal, mais qui va traverser sur l'île Jésus jusqu'à l'autoroute 440. Et le stationnement se trouve tout juste à côté. Entre-temps, c'est un endroit qui est peu achalandé, peu fréquenté. Je peux vous dire qu'on dénote environ 10 à 20 véhicules par jour dans un stationnement de 296 places. Vous comprendrez qu'effectivement, il y a de la place en masse. C'est un stationnement incitatif qui a été inauguré, c'est en novembre 2012. Un bouquet de mesures annoncé à ce moment-là, c'est 1,3 million. Coût d'exploitation assez élevé. L'AMT compte revoir certains de ces sites et peut-être même les fermer, mais dans le cas du stationnement Saint-Martin, route 125, l'AMT est ferme. On a bon espoir que dans les prochaines années, il y ait de plus en plus d'utilisateurs. Ça va sûrement se développer. Ah, tout à fait. Tout à fait. On peut lire à chaque semaine la version web et la version papier de l'Écho de Laval. Des nouvelles fraîches tous les jours sur notre site web, l'échodelaval.ca. L'Écho de Laval, la version papier est distribuée tous les mercredis. Merci, Ghislain. Bonne semaine. Bonne semaine. Aujourd'hui au sport, la belle Sarah Bibeau nous parle d'escalade. Oui, de l'escalade ou de varap. Oui, varap. La varap, oui, comme on utilise au quotidien. Ça tout le temps. Non. Alors, varap, l'ancien mot qu'on utilisait pour faire référence à l'escalade. Donc, aujourd'hui, je parle de l'escalade. À l'origine, l'escalade, c'était pas vraiment un sport, c'était seulement utilisé au quotidien. Nos ancêtres utilisaient l'escalade, donc ils gravissaient une montagne, un rocher, pour aller voir qu'est-ce qui se passait au loin,
où étaient les troupeaux de gibier. Dans le temps de la varap. Dans le temps de la varap, dans ce temps-là, c'est ça. Donc, en temps de danger, en temps de guerre aussi, les gens pouvaient aller se réfugier au sommet. Donc, ce n'était pas reconnu comme étant un sport, mais l'alpinisme a débuté et l'escalade descend de l'alpinisme. Donc, l'alpinisme, qu'il s'agit de monter une surface élevée par progression en la franchissant une étape à la fois. Les alpinistes, on fait souvent référence à eux, tu sais, les fameuses bottes d'alpinisme, on les voit monter en montagne. Donc, l'alpinisme, c'est essayer de gravir une montagne, une étape à la fois, tandis que l'escalade, ce serait seulement gravir une roche ou un morceau de quelque chose. Donc, ça s'est développé à travers le temps. Au lieu de vouloir seulement gravir la montagne au complet, qu'est-ce que les alpinistes faisaient? C'était qu'ils prenaient une petite pause, puis qu'ils essayaient de monter une roche ou un morceau à la fois, et dont l'escalade est née de ces espèces de tentatives d'essayer de monter seulement une partie. OK, là, c'est devenu un sport, une activité. Bien, c'est devenu une activité que les gens aimaient pratiquer, mais officiellement, donc c'est en 1886, l'événement marquant qui a mis un début au sport officiellement appelé l'escalade, c'est Walter Perry Haskett Smith, avec mon accent anglais, qui est considéré comme étant le père de l'escalade, puisqu'il a réalisé l'ascension du Nape Needle. C'est un rocher de 20 mètres de haut situé dans le Lake District en Angleterre. Et cette ascension d'une roche de 20 mètres de hauteur est considérée comme étant le premier événement marquant de l'histoire de l'escalade. Donc, l'escalade, comme on la connaît aujourd'hui, donc il s'agit d'évoluer sur une surface verticale en utilisant les pieds, les mains, le tronc, la force de notre corps, et pour progresser et atteindre le haut, soit d'un mur artificiel, d'une falaise ou d'une paroi en milieu naturel. Tandis que l'alpinisme peut s'effectuer en altitude sur un terrain composé de neige, composé de glace et ou de rochers, dans des milieux un petit peu plus naturels. On ne fait pas de l'alpinisme dans un gymnase à l'école, comme on peut faire de l'escalade sur des installations qui sont installées sur des murs mobiles, en salle sur une structure artificielle, ou on peut également faire l'escalade sur des sites naturels également. Les bienfaits de l'escalade. Oui, il y a beaucoup de bienfaits de l'escalade. Oui. Pour en avoir fait, je vais t'en parler. Alors, les bienfaits, donc la pratique de l'escalade permet d'améliorer toutes les particularité du muscle, donc c'est-à-dire l'endurance, la force et la puissance musculaire, puisque c'est une activité ou un sport, une activité physique qui demande énormément de force des bras et on dépense beaucoup de calories quand on fait de l'escalade. Donc, pour mesdames qui se recherchent une activité, ou même messieurs aussi, ou les jeunes, donc c'est un bon cardio aussi, non, ça ne travaille pas le cardio. Pas du tout. Non, donc ceux qui font de l'escalade, c'est très, très, très musculaire. Donc, c'est très bon pour la force musculaire. C'est ce qui fait qu'on perd beaucoup de calories, soit de 40 à 750 calories brûlées en moyenne pour 1 heure d'escalade, puisque ça repose totalement sur les muscles. Donc, ceux qui font de l'escalade devraient compléter un petit peu avec un cardio, un petit 30 minutes de cardio par semaine. Mais l'escalade, c'est très musculaire. Ça doit être très complet. C'est très complet. Et qu'est-ce que j'aime, c'est que moi, je suis très fière parce que je suis une fille et il paraît que c'est un des seuls sports que les filles peuvent surpasser les capacités des hommes. Puisque l'escalade, ça va avec les muscles, ça va avec la proportion de notre poids, la proportion de nos muscles et notre force. Donc, les filles, les femmes, sont parfois meilleures que les hommes en escalade. Ça m'étonne ce que tu dis, parce qu'ils ont les bras beaucoup plus forts que nous. Mais ça va aussi avec la proportion de ton corps. Les hommes ont souvent une masse un petit peu plus difficile à surélever. Mais je sais pas, j'ai lu ça. Il paraît que les femmes sont capables de dépasser les hommes dans cette discipline. Je suis bien contente d'entendre ça. Je suis contente. Et en terminant, des endroits pour faire de l'escalade dans les environs. Donc, nous avons le centre Aléop. C'est un centre d'escalade qui est situé à Montréal. On a le centre d'escalade Le Vertical, également à Montréal, dans l'arrondissement La Salle. On a à Boisbriand, un petit peu plus près, le centre Action Directe, c'est l'escalade intérieure. À Laval, nous avons le club Acrosport Barani qui offre, oui, des trampolines, mais également quelques possibilités de faire de l'escalade. Et en terminant, nous allons avoir un nouveau centre d'escalade à Laval qui va ouvrir, le centre Clip and Climb. Ça va être au Centropolis. Donc, pour les petits, les un petit peu plus grands, ça va être un centre qui va comprendre plus de 30 murs d'escalade thématiques de plus de 10 mètres de haut. Donc, pour les sites Internet, numéro de téléphone, ça apparaîtra en bas de l'écran. Alors, j'ai bien hâte que ça arrive au Centropolis. Ben oui, pour les débutants et les experts. Oui, peut-être pas les experts, mais débutants, amateurs, pour avoir beaucoup de plaisir assuré. Excellent. Donc, la varlope, Attendez.
Mais un La sport... varap. La varap! Oh, j'étais pas proche du tout! Un sport à découvrir. La varap. Merci. Pas de problème. Notre prochaine invitée est non seulement une romancière prolifique, mais elle est aussi l'âme et le cœur de la Fondation des Lettres de Laval. Claire Varin, bienvenue à Laval et compagnie. Merci. Parlez-moi de la Fondation. Elle existe depuis quand et elle sert à quoi? Elle existe depuis 10 ans. Donc, on fête cette année le 10e anniversaire du lancement de la Fondation parce qu'en réalité, je l'ai créée, enregistrée en décembre 2003. Ça sert à quoi une fondation Alors, comme celle-là? une fondation comme celle-là, elle sert à faire la promotion et la diffusion des arts littéraires, de la littérature. Particulièrement d'ici de Laval? Oui, disons qu'ici, je tenais à ce que ce soit le foyer actif, mais je tenais aussi à ce qu'en tant que bon foyer, ça rayonne à l'extérieur. Est-ce qu'on a beaucoup de bons auteurs sur le territoire lavallois? Oui, il y en a plusieurs. Il y a Francine Damour, la romancière. Il y a Fernand Ouellette, le poète. Aimé d'Andois Paradis, poète, très engagé dans la communauté également depuis plusieurs années. C'est elle qui a créé la Nuit de la poésie à Laval. Alors... Je ne sais pas si on s'en souviendra. Et Patrick Coppens, poète et bibliographe. Enfin, il y a plein de gens, là. J'ai peur d'oublier des noms. Est-ce qu'il y a de la relève dans la littérature en ce moment? Est-ce que vous sentez ça, vous? La relève? Oui. Mais il y en a certainement de la relève. Et comme on a le culte de la jeunesse partout, c'est cette relève qu'on encourage. C'est cette relève qu'on encourage. Et nous soutenons à la Fondation les jeunes et moins jeunes auteurs. Donc, de quelle façon, justement, vous les soutenez? Entre autres, par la création de concours. Et on soutient le concours intercollégial de poésie. Et je viens de créer le concours de la chronique littéraire. Oui, exactement. Oui. C'est la première édition de ce concours. La première édition, avec le soutien des Caisses Desjardins et du Courrier Laval, grâce à qui nous pourrons offrir un premier prix de 700 $ aux lauréats. Et... Décrivez-moi, c'est quoi une chronique littéraire? Oui, une chronique littéraire. Alors, c'est un genre de petit essai. C'est un texte d'idées. Mais ça doit, parce que c'est littéraire, il doit y avoir une préoccupation esthétique quand même. C'est-à-dire? C'est ça l'idée. Alors, rythme, qualité de l'écriture, le style, des images, mais sans vouloir trop faire littéraire, mais enfin, dans la bonne mesure, c'est ça tout le métier d'écrivain. C'est le dosage entre le contenu et la forme. Et c'est un appel à tous. Et c'est un appel à tous. Donc, il n'y a pas d'âge minimal, pas d'âge maximal. Ben, tout de même, je ne sais pas s'il y a 10 ans... je ne sais pas si l'enfant de 10 ans remportera le concours, mais en tout cas, ça me fera plaisir de le lire. Ça me fera plaisir de le lire. Et là, c'est un texte maximum 3 pages, minimum 2 pages, interligne 1.5, police 12 en Arial. Vous en souvenez plus que moi. Moi, j'ai laissé ça, c'est sur le site de la Fondation. Et vous avez jusqu'au 15 mars, mais en même temps, le 15 mars, c'est là. C'est samedi, donc je souhaite à tous une bonne inspiration rapide, une descente rapide de l'inspiration. C'est écrit bien, un texte de 2-3 pages. Oui, mais il faut retravailler, ça passe sur le métier, remettez votre ouvrage. Alors, on donne jusqu'au 17 parce que c'est le lundi avec le sceau de la poste faisant foi. Et l'adresse, je veux dire aux gens, où est-ce que vous allez pouvoir la trouver? Parce que, bon, c'est un peu long, là, puis il y a quand même quelques détails. Vous allez sur fondationdeslettres.org, Fondation des Lettres... Lavalloise. Deslettres.org. Fondation Lavalloise des Lettres.org. Ah oui? Oui. Il manque Lavalloise? Oui, oui, Lavalloise. Vous êtes vous-même romancière, vous venez de publier votre 8e roman, qui est un roman à la fois biographique, parce que vous parlez de votre père, Roger Varin. Oui. Après sa mort, j'ai découvert chez nous, dans la maison familiale, des archives incroyables. Qui était-il, Roger? Roger Varin aimait se définir comme un animateur et un artisan de théâtre. Il a cofondé les Compagnons de Saint-Laurent avec le père Legault. Il était l'âme de l'Ordre de Bontemps, qui a été, dans les années 40, un vaste mouvement qu'on appelait de loisirs à l'époque, mais c'était la culture, en fait. C'était multidisciplinaire, c'était... intersexuel. Intergénérationnel, c'est ça, non? C'était tout ça en même temps. C'est vrai qu'à l'époque, on était en révolution aussi. Là. Ça commençait. Justement, on appelait ça la Grande Noirceur, cette époque, mais il y avait beaucoup de lumière qui brillait, dont celle de mon père. Mais il n'était pas le seul. Et c'est le portrait de toute une époque. Ça s'appelle Un prince incognito et c'est publié chez Fides. Et c'est donc votre 8e roman. Est-ce qu'il y en a un 9e en préparation? Oui. Il y en a un 9e? Un récit sur les animaux qui sont bien maltraités depuis des siècles et des siècles. Amen. Alors, on peut lire tous les autres livres. Il y a aussi d'élevage. ClaireVarin.com pour aller voir l'ensemble de l'œuvre de Claire, qui est aussi la fondatrice de la Fondation des Lettres de Laval. La Valloise des Lettres. La Valloise des Lettres. Vous finissez par l'avoir. Merci, Claire. Merci beaucoup.
On reçoit aujourd'hui l'auteur Annick Lessard qui vient nous parler de son livre, en fait de sa trilogie Homme à parier, dont le tome numéro 1 est sorti tout récemment en librairie, disponible partout, je crois. Partout et sur notre site web également, si les gens veulent se le procurer. Oui, effectivement, je vais donner tous les renseignements. Mais Homme à parier, donc ça traite de relations amoureuses un peu tumultueuses, de célibat aussi. J'imagine que pour un auteur, c'est un sujet qui donne beaucoup de jus. Là. Ben oui, en fait, surtout que c'est ça, de nos jours, il y a tellement de couples qui se séparent, tellement de gens qui se retrouvent sur le réseau. On avait plusieurs petites anecdotes à raconter. On a entendu les anecdotes d'amis, tout ça. On a vécu nos propres histoires aussi. Alors, avec tout ça, on a divagué, on a créé toutes sortes d'aventures qui sont bien amusantes. Au départ, c'était pas supposé d'être un roman, c'était supposé d'être vraiment plusieurs petites histoires qu'on racontait une après l'autre. Puis, à la fin, on s'est dit, ben pourquoi pas faire une histoire? Pourquoi pas créer comme vraiment une trame, tout ça? Puis, c'est devenu un premier livre. On espérait que ce soit une trilogie. Et finalement, c'est ça, la formule trilogie a été acceptée, c'est ça. Donc, les deux autres vont sortir d'ici un an. Quand tu dis 11, parce que 2 auteurs, toi et Marie-Claude Martel, comment que ça s'est fait, cette coopération pour écrire un livre? C'est un roman, c'est quand même spécial. Bien, en fait, c'est ça. On a créé 2 personnages dans le livre. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est vraiment attribué de manière plus directe un personnage chacune. Est-ce que tu étais plus Ève ou Mylène? Moi, c'est plus... Je m'occupais d'Ève, elle s'est occupée de Mylène. Okay. Moi, je ne pense pas. Moi, en fait, je ne peux pas m'occuper de Mylène. Mais Ève, c'est une mère de famille rangée, mariée depuis 12 ans, qui décide sur un coup de tête de laisser son mari et puis qui part sur un trip là, avec son ami. C'est ça, oui, en fait, ben, c'est ça. Elle était tannée de sa vie de couple, tout ça. Tous les essais, ça n'avait pas fonctionné. Puis bon, mais comme plusieurs couples, ça a foiré, comme on dit. Ouais. Donc, elle décide de retourner sur le marché en pensant que ça va être facile. Elle se dit, il n'y a pas de problème, 2 semaines, ça va être réglé, là, tu sais. Mais bon, elle s'aperçoit que c'est pas si simple que ça. Puis il y a un pari qui se crée justement entre les 2 personnages. La première qui va se trouver quelqu'un. Il y a d'ailleurs un enjeu assez important au pari. C'est ça qu'on ne sait pas. Je vous le mentionnerai pas. Il faut lire le livre, mais c'est ça. Donc, le pari a lieu. Il y a une compétition qui s'installe entre les 2 personnages. Puis, c'est ça, plusieurs rencontres pour justement arriver à essayer de remporter la mise. Et puis, c'est ce qu'on raconte avec humour dans le livre. Mais pourtant, ça m'étonne de Mylène qu'elle a accepté ce pari-là parce que la façon que vous la présentez, elle a l'air un peu olé, qui n'a jamais eu une relation sérieuse, que ces relations et ces rencontres, ça marche pas du tout. Oui, bien en fait, vous allez peut-être comprendre justement pourquoi elle embarque en lisant l'enjeu du pari, là, que je révèle pas ici. Mais bon, Ève réussit à lui mettre l'eau à la bouche pour qu'elle puisse justement embarquer, faire partie du jeu. Donc, je présume que ce livre-là s'adresse surtout aux femmes, disons, de 25 à 40 ou même... Oui, même, je dirais plus que 40. En fait, je pense que n'importe qui s'est retrouvé sur un réseau de rencontres ou n'importe qui a eu à rechercher un jour l'amour va se reconnaître dans l'un ou l'autre des personnages, va se reconnaître dans une ou l'autre des rencontres. Puis c'est ça, c'est vraiment pour dédramatiser la chose. On écrit avec beaucoup de dérision, donc... C'est très humoristique, oui, c'est ça. C'est léger. Là. Le but, c'est de rire, de se divertir, puis on espère que tout le monde va y trouver son compte. On ne veut pas dévoiler le punch, mais on peut quand même dire que le tome 2 et le tome 3 sont en procédé. Est-ce que vous avez commencé le tome 3? En fait, le tome 2 est déjà terminé. Ah, c'est terminé. Il est en production. Là. On attend les corrections. On va juste dire que le titre, c'est La Vengeance. Oui, donc ça. On n'en dira pas plus. C'est ça. Ça vous donne une petite idée que le premier finit peut-être pas très bien. Oui, mais c'est ça. Donc, le 2e est terminé. Le 3e, on a environ le tiers d'écrit. On va le terminer d'ici le mois de juin. Donc, c'est assez intense. Ça a été une année assez bien remplie. Oui, parce que tu as d'autres contrats aussi. Bien, effectivement, c'est ça. J'écris pour certains sites web comme Carrefour Éducation. Je travaille pour Montréal pour enfants, mais j'enseigne également au collégial. Donc, c'est ça. Présentement, là, j'ai l'équivalent de 2 emplois à temps plein, là, en plus des enfants, tout ça. Là, donc, Puis c'était pas ton premier livre non plus? Non, j'en ai écrit un, en fait, en 2009 avec Julie Beaupré. Moi, j'ai l'habitude d'écrire en équipe. C'est un de mes dadas, c'est correct. Puis, c'est ça parlait de la maternité, fait que là, je change de sujet, mais complètement, là, donc c'est ça. Donc, on parlait du site web, parce que si vous voulez vous procurer le livre, bon, il est disponible dans les librairies, mais sur votre site web, peut-être que vous pouvez avoir un petit rabais. Et en plus,
vous allez pouvoir avoir une dédicace personnalisée. Donc, c'est très intéressant. Le site web, c'est www.hommeaparier.com. Homme au pluriel. Homme avec un S. Donc, homme à parier, intéressant, un pari entre deux femmes complètement différentes, mais des meilleures amies, j'imagine. Est-ce que toi et Marc-Claude, vous êtes vraiment proches aussi? Bien, en fait, on s'est perdu de vue après le cégep parce que, bon, comme on vient de Thetford Mines, on s'est expatrié. C'est expatrié à Québec, moi, à Montréal puis à Laval. Donc, on s'est retrouvés par pur hasard dans un souper de filles qu'une de nos anciennes amies du primaire avait organisé. Puis là, Marc-Claude me dit « Ah, j'aimerais ça écrire un livre. » Bien, je dis « Garde, on va le faire. Pourquoi pas? » Défi. Ouais. Bien, c'est ça. Donc, l'idée est partie comme ça, juste d'une phrase, tout simplement. On s'est dit « Garde, on va se faire une petite séance de brainstorm. On va voir, tu sais, sur quoi on pourrait travailler. » Puis finalement, c'est ça. On s'est dit, ben garde, le célibat, ça pourrait être drôle. Bien, c'est ça sûr, pourrait ça être touche intéressant. tout le monde. C'est sûr qu'il y a des situations là-dedans où on peut se reconnaître. Donc, homme à parier, tome 1, le pari, apparemment qu'une finale imprévisible. Alors, c'est à voir. Ça risque de vous surprendre. Oui, merci beaucoup, Annick. Ben, ça me fait plaisir, Amélie. Les 22 et 23 mars prochains, à la Maison des Arts de Laval, on présentera une pièce en théâtro-description. Pour nous parler de cet événement singulier, nous recevons respectivement Sylvain Noël et André Brouillette pour nous parler de ça. Messieurs, c'est quoi la théâtro-description? Bien, la théâtro-description, en gros, c'est la manière qu'on procède pour rendre la pièce visible aux aveugles, aux amblyopes. Cet événement-là, on a décidé, moi et André, de la développer, d'orienter nos recherches suite à la cécité de ma sœur. Elle est devenue aveugle suite à une opération délicate. Et on s'est aperçu qu'il n'y avait absolument rien qui se faisait ni au cinéma, ni au théâtre au Québec. Donc, moi, en étant à la tête de l'Académie théâtrale L'Envol de Laval depuis maintenant 7 ans, j'ai dit à ma sœur, bien, regarde, on va le faire. Il n'y a rien qui a été fait à ce jour, bien, on va le faire. Et on est en train de le faire. Mais les personnes qui ont des déficiences visuelles, ils assistent au théâtre. Qu'est-ce que votre expérience ajoute de plus? Bien, notre expérience, c'est que les non-voyants ont développé depuis fort longtemps, effectivement, on appelle ça des images mentales suite à ce qu'ils entendent par rapport au dialogue. Mais la technologie permet aujourd'hui, comme ça se fait à la télévision, la vidéodescription, de pouvoir décrire des scènes qui concrétisent ce qu'ils s'imaginent. Donc, oui, leur imagination mentale est très développée, mais avec de la narration qui explique l'état d'âme dans lequel le comédien se retrouve, les déplacements, tout ce qui est pertinent à l'histoire, bien, ça vient qu'ajouter à ce qu'eux s'imaginent. André, si j'accompagne quelqu'un qui est non-voyant et que j'assiste à cette pièce de théâtre qui va être présentée les 22 et 23 mars prochains, est-ce que l'expérience sera la même pour moi que cette personne-là? Non, différente. Pour vous, ça va être l'expérience de quelqu'un qui reçoit deux informations, visuelle et auditive. Pour les personnes que vous accompagnez, on va recevoir une seule expérience, une expérience auditive. Pardon. Évidemment, tout est concentré avec une seule perception. Donc, on va avoir des comédiens qui vont jouer et un narrateur qui va décrire. Et c'est là que commence la difficulté. Vous ne divulguez pas le nom de la pièce. Ça a l'air d'être un grand mystère. On vous a donné les droits, j'imagine, de jouer cette pièce-là tout en n'utilisant pas le nom. Est-ce que c'est ça? Effectivement, on s'est entendu avec les auteurs pour garder la confidentialité sur le nom de la pièce, puisque cette pièce-là est prévue de faire un retour au niveau professionnel et on nous a accordé les droits uniquement à cette condition-là. Et bon, on s'y est plié de bonne grâce. Parce que le but premier, c'était, oui, de jouer la pièce. Nos comédiens, on répète depuis maintenant 6 mois, et aussi de permettre la continuité de ce beau projet-là, de la théâtro-description. Et ça n'a jamais été inventé nulle part ailleurs qu'ici au Québec? La théâtro-description, oui, ça fait partie à petite échelle, en France, aux États-Unis, à certains endroits, il y a nous, on a inventé le nom. Théâtro-description, ça n'existe pas. C'est vrai, j'ai cherché, ça n'existe pas. C'est nous qui l'avons inventé, mais ça se fait, mais à très petite échelle et de manière non récurrente. C'est très isolé à certains endroits. Est-ce que ces comédiens-là ont une formation différente pour jouer cette pièce en théâtro-description? C'est la même chose?
chose? Non, le comédien comme les metteurs en scène font leur travail normalement. Parce que l'ensemble de l'auditoire, c'est des gens voyants. Ça va être un petit pourcentage qui va être là, de non-voyants. Alors, on ne peut pas changer Donc, il y a des décors, il y a des costumes. Il y a des décors. Et en fait, la pièce invite, c'est-à-dire le théâtre invite les non-voyants à assister comme des voyants. Mais pour pallier à leurs difficultés, on a la description. Comment allez-vous rentrer dans vos frais? Il y a 12 comédiens sur scène et ça ne coûte que 15 $ pour voir cette pièce-là. Bien, les comédiens c'est un loisir. Nous, on est un organisme de loisirs. Les gens viennent, ils passent des auditions avec nous et le metteur en scène les choisit en fonction de lui, la vision qu'il a de la pièce. Mais c'est tous des bénévoles. Moi-même, je suis bénévole, André aussi. Donc, nos frais, finalement, c'est uniquement pour payer la salle, les techniciens qui sont, eux, rémunérés là, quand nous jouons à la Maison des Arts. Mais en général, c'est sûr que nos productions sont à peu de frais. Ça se limite à la location de la Maison des Arts et les techniciens, les décors à construire et tout ça. L'équipement, bien sûr. Alors, je vais rappeler que c'est le samedi 22 mars, ça va être à 20h, et le dimanche 23 mars à 14h à la Maison des Arts de Laval. Si vous voulez avoir des informations, numéro au bas de l'écran, 450-937-1300, 937-1300 dans le 450. Ou sinon, achetez vos billets, ils sont très abordables au prix de 15 $, 450-667-2040. L'avenir de la théâtrodescription, dites-moi ça en 20 secondes. Bien, écoutez, j'aimerais rajouter que la théâtrodescription, elle est audible uniquement par les non-voyants avec des appareils. Fait que je veux rassurer le public en général n'entendront pas des voix qui vont sortir de partout. C'est un support supplémentaire. C'est un support supplémentaire. Alors, Puis l'avenir de la théâtrodescription, pour revenir à ma question? L'avenir de la théâtrodescription, bien, pour moi, on est en train de la développer. Pour moi, si on a les partenaires nécessaires pour nous permettre de la continuer, elle ne peut que grandir, mais cela dépend des partenaires que nous avons. André Brouillette, Sylvain Noël, merci beaucoup et on vous souhaite bon succès à la Maison des Arts. Merci, moi qui vous remercie. Un petit voyage dans le temps, ça vous tente? Je pense que oui. Il y en a plusieurs qui ont pris cette occasion-là avec le spectacle Time Machine de Martin Dubé, qui en est à sa 8e supplémentaire le jeudi 20 mars au Théâtre Marcellin-Champagnat. Martin Dubé est avec nous aujourd'hui en studio. Bonjour, Martin. Bonjour, bonjour. Merci d'être de passage avec nous. Merci de l'invitation. Dans ton voyage dans toutes les dimensions Ben oui, du temps. on se promène beaucoup. La Time Machine nous amène à plusieurs destinations. Puis là, on arrive tout droit de la Floride. Fait qu'on est très choyés. Très choyés. D'où Retour. le petit teint. Oui, c'est ça. D'où la différence de teint entre nous deux. Trouvez-vous? Donc, ce spectacle-là, Time Machine, qui est quand même assez récent. C'est un spectacle qui est encore en formation, mais qui déjà, comme je disais, en 8e supplémentaire à Laval, qui fonctionne déjà très, très bien. Un spectacle, donc un voyage dans le temps, bien sûr, toi comme imitateur, chanteur, humoriste. Et c'est vraiment, on est plongé dans ton univers, dans un univers visuel. Et là, c'est vraiment un voyage. Là. Quand le show commence, là, on part. C'est un grand voyage. On part. C'est un grand voyage, autant du côté musical que du côté humoristique. Surtout pour cette version de spectacle, pour moi, c'était vraiment important d'augmenter la barre du côté humoristique parce que j'ai toujours aimé ça, faire rire. Puis, avec les années, on a pris des petits trucs. On a réalisé que c'était possible de le faire. Fait que quand on a discuté avec Bruno Landry et Jean Graveline, on a dit OK, le côté humoristique, pour Time Machine, va prendre une place vraiment importante. Puis je pense qu'on a bien visé. Là. Ça va vraiment très bien. Les gens se bidonnent énormément dans le spectacle. Ouais. Mais humoristique avec des personnages, pas seulement des imitations. Là, c'est ça qui t'a créé toi-même des propres personnages qui sont... Bien, c'est certain que j'ai eu la chance de travailler du côté anglophone avec mes créations depuis plusieurs années. Fait que, tu sais, c'était comme... Ça allait de soi d'arriver avec certains mêmes personnages. Même, il y a des personnages qu'on a gardés de l'ancien spectacle parce que la réaction était tellement bonne que je pouvais pas... Tu sais, j'envisageais pas de voir... Des voix disparaître. Non, de voir disparaître Vinny, mon personnage italien. C'était comme vraiment important qu'il fasse partie de la Time Machine.
Puis oui, c'est ça, c'était d'arriver justement avec peut-être des petits côtés, un petit côté nouveau, un petit côté unique aussi. Ça, c'est bien important quand tu arrives avec l'écriture d'un nouveau spectacle, c'est d'arriver de trouver ta marque, d'essayer de te démarquer justement avec ton style. Puis là, je pense qu'on a vraiment mis le doigt dessus là, avec le spectacle Time Machine. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis, c'est ça, parce que au niveau, premièrement, juste musical, on sait que tu as un registre de voix assez impressionnant. Là. Bien, merci. 5 octaves quand même pour une voix masculine. Je veux dire, ça va... Donc, ça te permet de faire des personnages autant masculins que féminins. Très variés. Et dans les styles aussi, on se promène sur presque un siècle, autant de la musique, là, je dirais, plus vintage que les derniers succès. Là. Exactement. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Du Maroon 5, Maria Callas, Edith Piaf. On touche vraiment à tous les styles. Janis Joplin, Tina Turner, Ginette Renault, bien évidemment. Céline fait encore partie du spectacle. Alors, Ginette qui est quand même toujours présente et toujours agréable d'avoir Ginette à côté. Comment ça va, Joe? Tellement content d'être avec vous autres! Mais longtemps de pas venu me voir à Laval! Ah, Ginette, qu'est-ce qu'on faudrait l'inventer si elle existait pas. Quel personnage! On l'adore. Très riche aussi, puis autant, c'est ça, quand elle parle que quand elle chante aussi. Hein? Ah oui, c'est toujours très agréable. Chaque soir, un grand défi parce que... Mais c'est ça que j'ai... Sûrement, hein? Vocalement, c'est... Tu commences pas avec Ginette ton spectacle. Non, c'est ça. Vraiment pas. Même si on doit faire énormément de vocalises avant chaque spectacle. Oui, c'est ça, la préparation. Combien d'heures tu vas passer? C'est quand même... certain que, comme je disais plus tôt, lorsqu'on se parlait hors d'onde, après chaque spectacle, lorsque je donne 3-4 spectacles par semaine, malheureusement, après que j'ai rencontré les gens, je dois arrêter de parler jusqu'au lendemain, jusqu'à la prise de son dans l'après-midi. Sauf le matin, au réveil, là, je fais des vocalises, un peu d'humming, justement pour ouvrir ce beau registre. Puis par la suite, c'est lorsque j'arrive au théâtre, je fais la prise de son. Puis avant le spectacle, c'est entre 30 et 35 minutes de vocalise avant que le spectacle commence. Quand même, pour être bien réchauffé. Autant donc pour performer les chansons que aussi les voix, parce que pour passer d'une voix parlée, par exemple, à l'autre dans le spectacle, on parle de comme une centaine d'imitations à peu près dans le spectacle. Oui. Ton corps, bien sûr, les connaît à force d'y faire, mais quand même de passer d'un à l'autre, ça doit être aussi... tout un défi de ne pas se mélanger, d'arriver pile sur la bonne voie, non? Mais là, surtout lorsque tu es au début d'un spectacle, là, on fait beaucoup de changements, beaucoup de modifications soir après soir parce que, justement, on fait des tests, on est en rodage, donc on essaie des choses. Mais, tu sais, ça fait tellement d'années qu'on fait ça, c'est rendu normal aussi. Puis en corporatif, on a pris toujours cette façon de faire parce que, justement, on arrive avec des spectacles bilingues, des spectacles trilingues. Donc, soir après soir, on... Trilingue? Oui, on fait aussi en espagnol. On a un petit côté... on a 30 minutes qu'on peut présenter en espagnol, donc... De chansons en espagnol ou même... Non, bien, c'est certain que oui, la bamba, une couple de choses, là, vraiment des grands classiques. Okay. Mais c'est plus du côté parlé. Là, je vais présenter le numéro en espagnol. Ah, ouais. Du côté corporatif, ça, c'est très, très, très apprécié du côté des compagnies. Puis c'est ça qui fait que, justement, soir après soir, on enlève des choses, on rajoute. Comme je disais plus tôt, c'est un gros casse-tête qu'on peut enlever des morceaux, remplacer. Pas parce que là, on parle de spectacle à Laval, mais là, on disait que tu revenais de la Floride. C'est un spectacle qui se promène en ce moment en Floride, mais qui peut rouler beaucoup. Donc, il roule déjà. Là, on quitte au casino de Winnipeg, justement, demain pour le reste de la semaine. Puis par la suite, on retourne en Floride pour aller continuer le spectacle en anglais. C'est dommage. Là, on revient pour le vin, parce que le vin, on est ici à Laval. Oui. Puis c'est ça, je suis vraiment très fier. Puis pour la première fois, on a décidé de concevoir le spectacle francophone, qui avait été l'inverse. D'abord en français, exactement, c'est ça. D'abord en français, qui avait été l'inverse. Donc ça change complètement la vision du spectacle, parce que tu es basé directement dans la version francophone. Puis ça, je suis vraiment très fier de ça. Fait que là, ça nous permet de faire plein de changements. Puis on a plein de beaux personnages. Qui ont quelques origines diverses aussi. Oui. On va en prendre un petit extrait. Entre autres. Certain, Luciane Boutet, vraiment très content d'être avec toi ce soir. Ça faisait longtemps que j'avais rêvé à cette entrevue et c'est toujours très, très agréable d'être à ta compagnie. J'espère que nous allons avoir la chance de nous revoir à un moment donné. Et c'est certain que présentement, je me concentre pour les prochains combats parce que j'espère que je vais avoir la chance d'affronter Adonis. Oui. Adonis qui a sorti son nouveau marché d'alimentation. Sur la rive sud, c'est très, très fier de travail pour Adonis maintenant.
et peut-être qu'un jour, il va me donner la chance de me battre contre lui. Ah ben, Les petits Roumains. sur ce Roumain, Les Roumains. Lucian Boutet, qui fait partie donc du spectacle Time Machine. Bien évidemment. Parmi plusieurs autres, bien sûr. Martin Dubé, merci beaucoup d'être venu. Déjà? Ben oui, déjà, tu reviendras. Tellement vite. On donne rendez-vous aux gens le jeudi 20 mars au Théâtre Marcelin Champagnat à 20h pour Time Machine, ce Manquez voyage. pas ça, on a beaucoup de plaisir. Ah oui, je pense que oui. Merci beaucoup. Merci. Nos photos, nos récits et nos écrits d'aujourd'hui seront nos archives de demain. Justement, nos deux prochains invités sont respectivement directrice générale et archiviste au Centre des archives de Laval, Dominique Bodoven et Alexandre Patnaud. Bienvenue à Laval et compagnie. Merci. Merci, M. Lémy. Ça fonctionne comment, le Centre des archives de Laval, et qu'est-ce que vous récoltez au juste? Le Centre d'archives de Laval fonctionne, en fait, c'est un organisme à but non lucratif qui est tout jeune à Laval. Le Centre d'archives est venu au monde le 12 janvier 2010, je m'excuse. Donc, il commence sa 4e année. Et le Centre d'archives est là justement pour conserver les archives de personnes qui ont été impliquées dans la communauté, d'organismes aussi qui ont été importants. En fait, c'est la mémoire. C'est tout simplement un centre d'archives et la mémoire d'un territoire ou d'une ville ou quelque chose comme ça. Justement, est-ce que vous allez particulièrement chercher ce qu'il y a de municipal, de provincial? Qu'est-ce que vous fouillez au juste, Alexandre? En fait, on essaie vraiment d'avoir un éventail assez large. Dans le fond, c'est d'essayer de refléter toutes les facettes de l'histoire de la ville de Laval et de sa région et de l'île Jésus, en fait. Et donc, évidemment, il y a d'autres centres d'archives qui englobent un peu l'île, notamment les archives de la ville de Laval, justement, qui vont englober l'aspect politique, justement. Oui, dans le fond, les archives des anciennes municipalités, par exemple, c'est les archives de Laval qui vont les conserver. Ben alors, nous, on s'inscrit on complète, si on veut, tout le reste, donc toutes les autres facettes culturelles, sportives, ou, bien là, évidemment, j'en passe, mais toutes les associations locales ou les organismes de Lavallois, dans le fond, mais c'est nous qui, justement, veillons à la conservation de ces archives-là. Vous avez dit que c'est 2010, donc vous avez du rattrapage à faire, parce que l'île Jésus, qui est maintenant Laval, ça date quand même, là. Oui, effectivement. L'île Jésus a toujours bien de l'époque, disons, de l'homme blanc, 4 siècles d'histoire. Il ne faut pas oublier ça. 400 ans, même. Il y a presque 400 ans d'histoire ici à Laval. Oui, on a du rattrapage à faire, effectivement, mais le Centre d'archives est venu au monde justement d'une volonté de préserver ça de façon professionnelle, parce qu'un centre d'archives est un organisme aussi qui est tout de suite professionnel. C'est pas un organisme qui va être associatif ou amateur ou quelque chose comme ça. Ça fait longtemps, ça fait de nombreuses années, pendant de nombreuses années, la Société d'histoire et de généalogie a désiré avoir un centre d'archives. Elle s'est adressée à la ville et ensuite, bon, il y a eu un processus qui s'en s'est suivi et c'est sûr aussi qu'on a eu beaucoup d'aide de la part de BANQ et du ministère de la Culture, étant donné que Laval était la seule région administrative dans la province de Québec qui n'avait pas un centre d'archives privé agréé. Agréé selon les normes de BANQ. Bon, BANQ, c'est l'acronyme... Bibliothèque et Archives nationales du Québec, qui chapeaute tout ça. Et je peux vous annoncer que depuis novembre 2013, le Centre d'archives de Laval est un centre d'archives privé agréé. Nous avons eu la certification de BANQ. Et vous, ce que vous faites, Alexandre, est-ce que vous archivez tout de façon numérique ou vous pouvez aussi garder de façon papier tous ces documents-là? On conserve l'intégrité des documents tels qu'ils nous sont transmis dans les faits. Évidemment, bon, la numérisation peut devenir une option, par exemple, pour préserver un document dont l'intégrité est menacée. Par exemple, un document qui va être trop abîmé et qu'on ne pourra pas nécessairement restaurer, on pourrait penser à numériser, mais c'est... Généralement, on conserve les documents en tant que tels dans des conditions qui sont justement particulières pour s'assurer la préservation à long terme de ces documents-là. Techniquement, les documents qu'on tente de conserver, il faut avoir à l'esprit qu'on veut les conserver pour une centaine d'années, s'il le faut. Donc, on essaie d'avoir du matériel approprié et les conditions environnementales particulières pour la préservation à long terme. Donc, ça prend des conditions d'humidité, climatiques à l'intérieur, puis aussi de l'espace, j'imagine, aussi, ça prend quand même... C'est toujours ce genre de contraintes-là qu'il faut considérer, justement, puis même dans l'acquisition, des fois, il faut considérer ce genre de contraintes-là. Mais oui, effectivement, toutes les archives tout est
pensées pour préserver à long terme, donc lumière, humidité, température, etc., et acidité des documents. C'est toutes ces choses-là qu'on considère. Il nous reste 60 secondes. Qu'est-ce que vous cherchez au juste? Qu'est-ce que la population lavalloise peut faire pour vous aider à garnir vos archives? En fait, ça, je vais laisser un petit peu plus Alexandre OK, d'abord. Étant donné qu'il est archiviste et que c'est lui qui s'occupe de l'acquisition. Oui, absolument. Bien, la population, puis à la limite, c'est la pertinence même de venir vous présenter ça aujourd'hui, c'est que la population, il faut qu'elle soit conscientisée sur l'importance, des fois, des archives qu'elle peut posséder. Que ce soit une personne qui a eu un rôle, des fois mineur même à Laval, ou n'importe quoi. Des fois, c'est une histoire de famille ouvrière à Laval, mais qui peut quand même témoigner d'une facette de l'histoire de la ville. Par exemple, dans les années 60 ou 70, ils peuvent détenir des photos particulières. Donc, c'est ce genre de choses-là. Donc, de développer ce réflexe, de vous appuyer. Exactement. Bon. Exactement, ou de visiter notre site web, par exemple. Exactement. Donc, le site web, c'est le www.shgij.org, qui est pour la Société d'histoire et de généalogie. Et de généalogie, merci beaucoup. Sinon, il y a le numéro de téléphone qu'on peut appeler, qui est le 450-681-9096. Et sinon, on peut aussi visiter le centre. Facebook aussi, c'est vrai. Effectivement, on diffuse beaucoup. La diffusion est importante. Mais sinon, est-ce qu'on peut se rendre au 4300 boulevard Samson à Laval? Bien sûr, vous pouvez venir sans problème. Nous sommes ouverts. Du lundi au jeudi, on est prêt à accueillir les gens. Il n'y a pas de problème pour voir si les documents ont un intérêt ou qu'ils viennent nous porter tout simplement des choses intéressantes. Alors, oui, évidemment, fixer rendez-vous, ça peut être pertinent justement pour qu'on puisse préparer un petit peu leur arrivée puis qu'on ait fait nos recherches préliminaires justement pour savoir la pertinence des documents. Et ensuite prendre le temps de bien décortiquer tout ça. Exactement. Merci Dominique. Merci Alexa. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit le directeur général de la Fondation Cité de la Santé, M. Alain Demers. Ça va bien? Oui, bien, merci. Très bien. Alors, la Fondation Cité de la Santé, c'est quoi exactement? La Fondation Cité de la Santé, de son nom d'origine, était d'abord et avant tout la fondation de l'hôpital de la Cité de la Santé. Okay. Depuis 2004, la fondation est plus devenue la fondation de tout le CSSS de Laval. Le CSSS étant le Centre de santé et services sociaux de Laval. Et ça regroupe l'hôpital, bien entendu, mais aussi plusieurs autres établissements, des CHSLD, des CLSC, le Centre de cancérologie, donc plusieurs établissements. Et quelle cause soutient la Fondation? C'est vraiment l'ensemble de tous ces établissements-là. Donc, au niveau de la Fondation va parfois soutenir l'achat d'appareils de haute technologie, mais va aussi soutenir, par exemple, la recherche, va aussi soutenir le perfectionnement d'employés par le biais de bourses ou de montants donnés pour du perfectionnement. Alors, c'est vraiment assez large. Et la mission de la Fondation? La mission, c'est vraiment d'amasser des fonds. On les gère, on les administre, on les redistribue. Donc, la mission, c'est vraiment d'amasser des fonds pour l'amélioration des soins de santé à Laval. OK. Et là, vous organisez plusieurs activités au profit de la Fondation, tout récemment. Effectivement. La Fondation, à chaque année, on fait ces cueillettes de fonds habituelles. Donc, on sollicite les gens. On a des donateurs déjà habituels qu'on ressollicite. On fait aussi un certain nombre d'activités. Par exemple, le 21 mars, le Gala de la santé. On a à chaque année un tournoi de golf qui est en association avec la Fondation La Belle Aide, dont on gère les fonds. La Fondation La Belle Aide, bien, celle-là, c'est pour tous les CHSLD, donc pour amasser des fonds pour les gens en résidence. Et donc, à chaque année, la Fondation fait plusieurs activités. OK. Oui. Et pourquoi devrait-on faire un don à la Fondation? Parce qu'on dit souvent on donne beaucoup, mais pourquoi précisément devrait-on? Oui, bien sûr, la santé au Québec, il y a un gros montant d'argent pour gérer la santé, tout ce qui peut être fonctionnement. Donc, évidemment, les salaires des employés, des infirmières, de tout le monde qui travaille dans un hôpital, dans un CHSLD, etc. Évidemment, tout le fonctionnement, tout ça, c'est payé par le budget de l'État. La Fondation, à quoi elle sert? Elle sert beaucoup plus aux éléments de développement. Donc, souvent, ça va être pour l'achat d'appareils ultra sophistiqués. Qui sont très coûteux, là. Effectivement. Parfois, ça peut coûter plusieurs
plusieurs millions de dollars. Donc, la Fondation vient supporter ça. Parfois, les projets qu'on fait, ça va être des projets beaucoup moins dispendieux que des millions de dollars. Fort heureusement, il y en a des plus petits. Et ces projets-là, bien évidemment, ont aussi une grande importance dans tout ce qui peut être le développement du centre de santé. Donc, c'est là que la Fondation vient supporter. Okay. C'est à ça que servent les dons. Et là, vous avez tout récemment eu du support des professionnels, l'équipage 227. Oui, expliquez-nous un peu. Bien, en fait, ça a commencé par une activité qui a eu lieu déjà l'année dernière et qui va avoir une deuxième version bientôt. C'est-à-dire en 2015, au tout début 2015, qui s'appelle Moment de pur bonheur. Qui est un spectacle, en fait. Exactement, qui est un spectacle à l'origine qui a été initié par Diane Felice et Michel Poulain, qui sont deux gens du milieu des affaires. Et dernièrement, la directrice générale de la Chambre de commerce, ça veut dire la présidente directrice générale de la Chambre de commerce, qui est Chantal Provost et Isabelle Patnaud de Easy Design, ont décidé d'aller faire une course qui s'appelle la Rose des Sables dans le désert. Qui est une course assez difficile, je pense. Absolument, qui demande un grand défi de préparation, de lecture de boussole, de lecture de cartes. On s'entend que c'est 2 personnes dans une camionnette qui font une course dans le désert. Okay. Et elles ont décidé de se joindre à Michel Poulain et Diane Felice et d'amasser eux aussi des fonds. Donc, ils ont appelé ça Pur bonheur dans le désert et d'amasser des fonds pour la Fondation. Plus spécifiquement, les fonds qu'ils vont ramasser vont aller à la Fondation et vont servir pour le programme de cancer, le Centre de cancérologie à Laval. OK. Et là, eux aussi, ils ont quelques activités qui s'en viennent également? Absolument. Ils ont, en lien avec tout ça, décidé de faire des petites activités qu'elles organisent elles-mêmes. Par exemple, une cabane à sucre qui va avoir lieu bientôt. C'est bon, c'est parfait. C'est le bon timing. Tout à fait, tout à fait. On est dans le printemps, mais elles ont en tête d'organiser aussi un Zumba. Il va y avoir un cocktail un petit peu de la lancée avant leur départ pour là-bas, parce que ça se passe en octobre, la course. Alors, elles pensaient faire un cocktail en septembre où ils vont inviter des gens. Puis à chaque fois que ces activités-là ont lieu, bien, il y a un peu d'argent qui va être amassé puis qui va faire partie d'un don global ensuite à la Fondation. Pour nous, c'est un cadeau. C'est un cadeau, hein, de Absolument. Voir que les gens sont aussi dévoués. Dévoués et le gros avantage qu'on voit, ce qui est fort intéressant pour nous, c'est que nécessairement, ces gens-là, en se mobilisant eux-mêmes, mobilisent d'autres gens. Ouais. Comme on parle ici de gens qui sont du milieu des affaires, bien, ça a un effet d'entraînement. C'est sûr et certain que la Fondation a déjà beaucoup de gens d'affaires, beaucoup de donateurs, plusieurs milliers de donateurs en fait à Laval, mais c'est sûr et certain que pour nous, cet effet mobilisateur-là peut être très porteur pour l'avenir. Pour le développement, la recherche, il y a beaucoup de choses à faire pour votre Fondation. Si on veut tous les détails sur les activités, les événements, on peut aller sur votre site Internet? Absolument. Sur le site Internet, il y a des détails beaucoup sur les activités. D'ailleurs, le site Internet va très bientôt être complètement refait. Alors, si vous y allez très prochainement, vous allez voir quelque chose qui va avoir une image changée dans quelques semaines. Oui. Alors, le site Internet www.fondationcitédelasanté.com. Parfait. Bien. Merci beaucoup, M. Demers. Merci. La dictée lavalloise est un événement très important dans la culture de notre municipalité. Mon nom est Jean-Jacques Lapierre et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Guy Ménard, M. Guy Ménard, qui est le président de la dictée lavalloise. M. Ménard, mes salutations. Bonjour, comment allez-vous? Oui, ça va bien. M. Ménard, nous sommes des complices de la dictée depuis 24 ans, alors on va le faire un petit peu d'une façon conviviale. Ça. Parlez-moi de la dictée, l'historique de la dictée. En fait, la dictée, si on se reporte dans les années 90, on appelait la dictée Laval-Rive-Nord. La dictée était organisée par le service des bibliothèques de la ville de Laval. Et à ce moment-là, lors des dernières années, étant donné que la dictée n'attirait plus, on a demandé à l'Association Québec-France de prendre la relève et de mettre sur pied un nouveau système, une nouvelle façon de présenter la dictée lavalloise. Ce qui fait qu'après 20 ans, je peux vous dire que chemin faisant,
la dictée lavalloise aujourd'hui attire quelque chose comme 350 personnes inscrites à chaque année à la dictée lavalloise. C'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde et c'est très familial, hein, parce que vous pouvez arriver, une famille peut arriver avec les enfants, inscrire les jeunes au volet primaire et monter en haut, faire la dictée pour les adultes. Alors, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs volets. Il y a un volet pour les enfants. Oui. Volet. Le volet primaire 1, primaire 2, primaire 1, 3e, 4e année, primaire 2, 4e, 5e et 6e année. Le volet secondaire pour les gens du niveau secondaire. Le volet cégep et finalement le volet adulte. Pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est vraiment familial, c'est convivial et puis c'est une belle journée. Il faut vraiment se déplacer, contrairement aux autres dictées. Hein. Il faut comprendre que les gens doivent venir sur les lieux par un samedi matin pour faire la dictée lavalloise. Alors, il faut se déplacer. Ce n'est pas fait dans les écoles comme telles, même si présentement, on a nos entrées dans 96 écoles de la région. Maintenant, ça se fait à quel endroit? C'est au pavillon du Bois-Papineau, sur le bois Saint-Martin-Est. Et c'est toujours le même endroit. C'est à côté du poste de police, je crois. Exactement à côté. Alors, ça se fait. Et puis, ça se fait, c'est un samedi? Oui, c'est toujours un samedi. Et il faut s'inscrire. On peut s'inscrire à l'avance ou on peut se présenter sur place. Mais il vaut mieux s'inscrire à l'avance parce que ça nous permet de préparer les dossiers et de ne pas être pris à la dernière minute. Il faut comprendre qu'on accueille 300 personnes à l'intérieur d'1 heure, hein, entre midi et 1 heure, puisque la dictée se donne à 1 heure de l'après-midi. Alors, vous verrez tout à l'heure au bas de l'écran l'adresse, le numéro de téléphone pour pouvoir communiquer avec nous autres. Voilà. Maintenant, la dictée, est-ce que les fautes, le nombre de fautes, est-ce que ça reste discret? Est-ce que c'est public, ça, quand même, le nombre de fautes que les gens peuvent faire, quoi? Concernant la confidentialité, je peux vous dire que présentement, même moi, je ne l'ai pas vu. Et on tient ça vraiment secret. Il y a une grande notoriété autour de la dictée lavalloise, ce qui fait qu'il ne faut pas se permettre aucune erreur, aucune faute, hein, c'est bien entendu. Maintenant, tout est tenu secret. Il n'y a personne qui sait combien vous allez faire de fautes, sauf vous, évidemment. Les résultats sont envoyés par la poste à chaque personne. Et le 1er mai, on procédera à l'Hôtel de Ville à la remise des prix aux lauréats, aux grands gagnants de la dictée dans les divers niveaux, les divers volets de la dictée lavalloise. Parce qu'il y a beaucoup de prix, quand même. Il y a plein de prix, il y a plein de gens qui sont des partenaires avec nous, des partenaires d'importance. Et puis, ce qui fait qu'on peut se permettre de donner plusieurs prix aux lauréats. Alors, des prix de participation? Oui. Ensuite, des prix pour les gagnants? C'est ça, exactement. Alors, est-ce qu'il y a des prix en argent pour les... Je crois qu'il y a des prix en argent pour les jeunes, je crois, aussi. Vous savez, il y a un club à Laval qui s'appelle le Club Richelieu-Laval qui poursuit les mêmes buts un peu que nous. Hein, c'est la jeunesse et puis c'est la langue française. Alors, ces gens-là participent en faisant des dons, des prix de participation aux jeunes qui sont là cette journée-là. Donc, c'est une invitation à tout le monde de venir voir. Voilà. Même les ethnies, il y a quelque chose de surprenant. Beaucoup d'ethnies qui sont présentes. L'an passé, on a reçu 22 ethnies différentes. 22 ethnies différentes? Oui. Alors, on s'adresse vraiment à tout le monde. Je me souviens, l'an passé, il y a un jeune papa chinois et une maman chinoise qui sont venus conduire leur fils pour qu'il participe au niveau primaire. Et ce monsieur-là et cette madame-là, ils ne parlaient quasiment pas français. Alors, c'est vraiment... on est rendu là, je veux dire, on est là pour promouvoir la langue française, ce qui nous permet d'atteindre ce but-là à chaque année et même d'aller plus loin davantage. Monsieur Ménard, c'est une invitation à tous nos auditeurs, à tous les Lavallois, Lavalloises, de venir participer à ce jeu ludique. Un des plus importants dans la province de Québec. Je pense que oui, Et il y a beaucoup d'avenir concernant ce dossier-là, puisque l'an prochain, on arrive avec un autre volet tout à fait spécial de niveau des écoles de francisation, ce qui fait que le papa et la maman qui ont de la misère, difficulté à parler français vont pouvoir faire une dictée à leur niveau, évidemment, ce qui fait que tout le monde y trouvera son compte. Guy Ménard, merci beaucoup. Bienvenue. Alors, on va être présents et puis les gens pourront venir discuter, profiter de cette belle journée pour faire valoir leur intérêt pour la langue française. Alors, là, vous êtes bienvenus. Merci. Le film Non-Stop ou Sans arrêt pour la version québécoise est un thriller franco-américano-britannique sorti récemment au cinéma.
Mettant en vedette Liam Neeson. Liam Neeson, Julianne Moore, c'est ça. Nicolas Vincent Poirier, bonjour. Bonjour. C'est rare que ces deux acteurs-là font des mauvais films, donc je veux savoir qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que c'est rare qu'ils font des mauvais films? Non, c'est pas rare, mais... On n'entend pas parler. C'est ça, on n'entend pas parler. Si on va regarder un peu tous les films qu'ils ont fait, là, Liam Neeson, depuis quelques années, il en a fait des très mauvais qui sont distribués seulement en Blu-ray et qui n'ont jamais passé au cinéma, qui n'ont jamais eu de publicité. C'est ça l'affaire. Julianne Moore, elle, des fois, elle en fait des films à plus petit budget. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est ça, cette fois-ci, c'est un gros film, un gros suspense. C'est pas un film d'action. Il n'y a pas vraiment d'explosion. Évidemment, ça se passe dans un avion. S'il y aurait une explosion dans l'avion au début, le film se terminerait là. OK. Oui, donc le genre thriller, suspense aérien typique hollywoodien. Oui, tout à fait. C'est un policier qui fait sa job dans les avions. Et là, tout à coup, il reçoit un texte. Bon, il surveille évidemment à chaque vol, s'il n'y a pas des choses étranges qui se passent pendant les vols. Et il reçoit un texte et ça lui dit je veux 150 millions de dollars, sinon, à chaque 20 minutes, il y a quelqu'un dans l'avion qui va mourir. Alors là, il veut bien essayer de trouver c'est qui, et c'est vraiment ça le gros suspense. Comment faire pour arrêter justement que cette personne-là, qui est en quelque part dans l'avion, arrête de tuer les gens. Et vraiment, même s'il surveille tout, il y a des caméras, il n'est pas capable de voir. Mais le suspense se situe au niveau de qui est le méchant, parce qu'on voit plein de personnages, puis on se dit c'est peut-être lui, c'est peut-être lui. Oui, et le pourquoi aussi, parce que c'est juste 150 millions, sinon 20 minutes, je tue quelqu'un. Et comment que cette personne-là peut réussir à tuer une personne aux 20 minutes dans l'avion? Oui, au début, il ne doit pas prendre ça vraiment au sérieux. Ben non, c'est sûr, au début, c'est pas sérieux du tout. Mais on comprend au début que c'est un alcoolique. Le personnage de Liam Neeson, c'est un alcoolique. Bon, on voit que ça va pas bien dans sa vie. C'est ça, qu'il y a eu des problèmes dans le passé. Donc, il pense au début que c'est une farce. Et finalement, il se rend compte après 20 minutes que c'est pas une farce. Et ça, c'est basé... c'est un film français à la base qui a été fait en 2004. Ça s'appelle Le Convoyeur. Et ils ont fait une réinterprétation américaine qui se passe dans un avion, parce que la version originale française, c'était dans des camions blindés où on transporte de l'argent. Okay. Et ce film-là, pour 50 millions de dollars de budget, a fait jusqu'à présent, dans sa première fin de semaine, en Amérique du Nord, 30 millions, ce qui est très bon. C'est-à-dire que quand ils vont aller ailleurs dans le monde, ils vont rentrer dans leur argent, il n'y a pas de problème. Et Liam Neeson, écoute, il ne faut pas oublier une affaire. Lui, il s'est fait connaître en 93 grâce au film Schindler's List. Et il a beaucoup plus joué dans des drames. Et c'est vraiment à partir de 2008, on ne le considérait pas vraiment comme un acteur de film d'action. C'est en 2008, quand il a fait le film Taken, l'enlèvement, que là, vraiment, écoute, ça a été un gros succès. Le film Taken, ça a coûté 25 millions, ça a rapporté 226 millions. Là, il est devenu la méga star des films d'action. Bien, tout à fait. Écoute, il a fait ça. Après ça, il a fait le film Unknown, Peur grise par la suite, L'Enlèvement 2. C'est toujours le même style. C'est ça, oui, c'est que c'est intense, ça va rapidement. Et c'est très bon. Moi, je trouve que lui, en tant que star de film d'action, il choisit bien ses films. Et d'ailleurs, le réalisateur de ce film-là, c'est le même qui a fait le film Unknown en 2010. OK. Donc, ils vont apprécier de travailler ensemble. Tout à fait. Et d'ailleurs, Liam Neeson va faire un autre film avec lui qui va sortir l'année prochaine, un autre film d'action. Et pour ceux qui ont aimé la série L'Enlèvement, le 3 est en préparation présentement. Et c'est comme un peu la relation Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese. Oui, tout à fait. S'amuse. Sauf que la différence, peut-être, c'est que ces deux-là, DiCaprio et Scorsese, les films qu'ils font vont passer à travers le temps, tandis que Liam Neeson, c'est un bon divertissement. C'est des divertissements. Et parlons-en rapidement des Oscars de la semaine dernière. Est-ce que tu as gagné tes Oscars? Es-tu content? Je me rappelle pas. Je sais que j'avais pas pensé que 12 Years a Slave aurait gagné comme meilleur film. Bon, ça a été le cas. Mais Gravity a quand même remporté 7 prix, dont pour le meilleur réalisateur. Tu l'avais dit, toi, quand on avait parlé de Gravity, tu avais dit ça va rafler tout aux Oscars. Oui, et justement, ça a gagné une tonne de prix. Et je suis tellement content que Matthew McConaughey et Jared Leto ont gagné tous les deux comme acteurs de soutien et meilleur acteur pour le film Dallas Buyers Club. Je suis contente, moi aussi, pour eux. J'adore ces deux acteurs-là, mais j'étais quand même triste pour Leonardo DiCaprio. Pauvre petit! Je trouve qu'il fait pitié! C'est parce que le problème, il est très bon, mais à chaque fois qu'il se présente aux Oscars, il y a toujours quelqu'un qui a été une coche de plus que lui. Pauvre petit, non, mais je l'adore, puis il a fait tellement des bons films. Il mérite. Peut-être l'année prochaine, Leonardo. Qui sait? Merci. On va lui souhaiter. On va lui souhaiter. Merci, Nicolas.
Il y a différentes façons de joindre l'équipe de Laval et compagnie. Vous avez des commentaires ou des suggestions? Oui, tout d'abord par téléphone au 450-973-8005 ou par courriel à info@commercial-tvrl.ca. On a eu beaucoup de visites en studio aujourd'hui et vous allez me permettre de souligner ces gens qui sont déplacés. Donc, Alain Demers de la Fondation de la Cité de la Santé. Il y a l'imitateur, chanteur, humoriste Martin Dubé, le chanceux était tout bronzé. La romancière Annick Lessard, Claire Varin de la Fondation Lavalloise des Lettres, André Brouillette pour la théâtro-description, de même que Sylvain Noël, Dominique Bordeven et Alexandre Patnaud du Centre des Archives de Laval. Il y a aussi Guy Ménard de la Dictée lavalloise. Et nos chroniqueurs, Sarah Bibeau, Ghislain Plourde, Anne-Marie Kirouac, Catherine Duranceau, Nicolas Vincent Poirier et Jean-Jacques Lapierre. Et puis, la coordination et à la recherche de cette émission, c'est Manon Lemieux. Fanny au maquillage coiffeur. Exactement. Et puis aux caméras, soit Daniel et puis Pascal. Et à la réalisation, c'est Alain Juppé. Et en terminant, une ville, peu importe sa taille, ce qui la garde vibrante et vivante sont ceux et celles qui l'habitent, s'en occupent et s'en préoccupent. Je vous donne rendez-vous avec Amélie la semaine prochaine pour une autre émission de Laval et compagnie. Au plaisir. À la semaine prochaine. Bye tout le monde.